Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour le premier épisode de notre toute nouvelle émission Dans le Salon. Dans le Salon, c'est notre émission qui consistera en une série d'interviews d'acteurs du monde du golf, que ce soit des joueurs pros, des joueurs amateurs, d'autres personnes qui font partie de ce petit monde-là. Ça va être une super expérience, on espère avoir des super invités et apprendre plein de choses d'eux. Exactement. Contrairement au 19e trou, qui est notre émission d'actualité récurrente, dans le salon avec, ce sera vraiment des interviews qui viendront au compte-gouttes en fonction des personnes qui accepteront de venir en interview avec nous, que l'on va essayer de diffuser au moins une fois par mois. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre notre premier invité. Salut Romain, bienvenue dans l'épisode dans le salon du coup avec Romain cette semaine. Vraiment merci de nous avoir donné un peu de ton temps et d'avoir accepté positivement cette invitation pour faire ce petit podcast avec nous et cette première interview avec un pro du tour. Là, c'est tout de suite bien réel. Ouais, c'est plus compliqué. T'as que Romain quand on- Langasque, Ouais. voilà, c'est tout de suite. Romain, comment vas-tu? Écoute, pleine forme. Moi, je suis en Italie, Open d'Italie cette semaine. Parcours de la Ryder Cup, donc que des bonnes choses, quoi. Cool. Mais non, mais après, pour la petite backstory, Romain, on se connaît depuis qu'on a quoi, 13-15 ans, où il me semble qu'on est rentré au pôle à Antibes ensemble la première année avec Mathieu. Donc on se connaît depuis ces années-là. Et bon, maintenant je suis sur un canapé à parler de golf et toi, tu es en Italie à jouer sur le tour. Pour vous faire à vous, les Bogey Players, une petite intro de Romain. Romain, tu me diras si on est assez précis. Tu as 27 ans, tu joues sur le DP World Tour aujourd'hui. Tu es originaire de Grasse, tu as joué à Saint-Donat, tu es maintenant résident en Andorre. Et aujourd'hui, c'est ta 7e année sur le tour. Et donc 5 sur l'European Tour, 2 sur le Challenge Tour, et tu as une victoire sur le Challenge, une victoire sur l'European Tour et une très belle carrière amateur. Donc nous, on est hyper chaud, on est hyper content de t'avoir pour discuter de plein de sujets, de toi, de ton golf, de ta vie et des quelques petits sujets golf un peu qui arrivent récemment avec l'actualité. Donc Romain, on est bon sur l'intro, quelque chose à ajouter? Non, tout est bon jusque-là. Ok, cool. Écoute, première petite question pour casser la glace. As-tu reçu une offre du livre? Aucune. Non, aucune offre. Aucune. J'ai même pas été en contact. C'est honteux. Non, j'étais C'est un, honteux, j'étais un ça. peu C'est trop loin, honteux. moi. Non, mais j'étais un peu trop loin à ce moment-là parce que j'étais 280e mondial, je crois. Et donc c'est vrai que j'étais trop loin. Et sincèrement, je pense que quand tu es loin comme ça sert même pas de se pencher sur le sujet parce que voilà, tous les joueurs qui ont signé là-bas, c'est pour quand même la base numéro un, c'est l'argent. Ça Et, marche. et il faut qu'il y ait un gros background derrière pour pouvoir assurer le fait de signer avec eux et de peut-être oublier le PGA Tour, la Ryder Cup, les majeurs et tout ça. Donc non, j'ai pas eu d'offre. Ah, bon. On en reparlera certainement un peu plus et avoir ton avis là-dessus. Mais déjà, commençons par le commencement. Exactement. Du coup, tu nous le disais un petit peu en intro, Romain. T'es en Italie, donc donne-nous un petit peu d'insight sur comment tu trouves le parcours. Tu l'as dit, c'est un parcours de Ryder Cup. Et comment tu te sens un petit peu, sachant que le tournoi commence demain, et comment tu te sens pour cette nouvelle semaine après le BMW Championship? Écoute, pour ce qui est du parcours, le parcours il est vraiment sympa. Moi, c'est un parcours que j'aime bien. Il a pas mal évolué par rapport à l'année dernière parce qu'en gros, tu sais, comme ils avaient fait à l'Open de France, en gros, ils le préparent un peu en fonction des statistiques des joueurs européens et des joueurs américains. Donc là, ils ont rétréci pas mal de fairway à 280, 270, 280, 290 mètres pour éviter que les Américains aient trop l'avantage sur la distance et puissent aller plus près. Donc le parcours, non, il y a des roughs qui sont assez costauds. Ils ont donc rétréci quelques mises en jeu. Et les greens sont très bons, mais pas très rapides. Donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'aux États-Unis, ils jouent sur des greens rapides toutes les semaines et ils veulent que ça les dérange un peu. Donc non, l'endroit est cool, vous verrez si vous regardez à la télé, hein, c'est très beau visuellement, le parcours est très beau visuellement, l'endroit est pas forcément beau, mais le parcours oui. Puis après, non, tout est bien, il y a un beau champ de joueurs, il y a Rory, il y a Hovland, il y a Fitzpatrick qui sont là, donc pour nous en Europe, c'est des belles opportunités, ce genre de tournoi. Après, le seul hic, c'est qu'ils auront des gros orages demain et après-demain, donc à voir comment ça évolue. Mais jusque-là, en tout cas, à parler du parcours, c'était cool. Après, moi, écoute, je me sens très bien là cette semaine. J'étais pas très à l'aise les dernières semaines, je galérais un peu, tu vois. Et
Semaine dernière, il y a mon coach anglais qui était là, donc on a bien bossé et je sens que ça commence à se mettre fort en place. Donc là, écoute, j'ai fait une super séance de practice ce matin et franchement, je me sens bien. Ok. Et bah justement, tu parles de la petite séance de ce matin. Là, sur un mercredi avant un tournoi, en quoi consiste la séance? Comment tu te fais ton heure et demie, 2 heures d'entraînement comme ça un mercredi avant le tournoi? Mais en gros tu as deux mercredis différents. Tu as le mercredi de ceux qui font le programme et le mercredi de ceux qui font pas le programme. Donc tu vois, quand tu fais le programme, en fait, il faut savoir que le mercredi, donc le parcours est fermé pour le programme. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas du tout accès au parcours. Donc là, j'ai commencé par le practice. Moi, en gros, ce que je fais au practice, je m'échauffe. Après, je fais très peu de technique. Un mercredi, je vais faire beaucoup de yardage. Donc j'ai mon trackman et je fais du yardage. Tu vois, je vérifie tous les yardages de tous mes clubs. Et puis ensuite, là, je suis juste à côté, il y a le chipping green. Donc là, c'est pareil, je m'échauffe. Et ensuite, ça va être avec mon caddie. Je sais pas, on va faire entre 30 et 50 situations avec routine où je suis autour du green, mais vraiment sur les situations qu'il va me choisir, sortie de bunker, lob shot, putt, enfin, comme si j'étais sur le parcours en fait. Et ensuite, le putting, où c'est en général, tout ça, ça se réduit d'à peu près 2 heures d'entraînement, tu vois. Et là, après le putting, où c'est pareil, ça va être ma petite période d'échauffement technique. Et puis ensuite, ça va être du dosage et de la perf sur des putts entre 2 et 6 mètres. Ok. Donc beaucoup de perfs. Est-ce que tu vois beaucoup de semaine en semaine avec ton yardage, des trucs comme ça, ou tu as juste selon les semaines, selon le temps, j'imagine un petit peu, mais est-ce que c'est vraiment, à quel niveau de précision tu vises un petit peu sur ces yardages? Ouais, ouais, c'est ça. Nous, en Europe, ça évolue beaucoup de semaine à l'autre. Tu vois, on est passé de Londres à Rome. Et tu as quand même un bon 7-8 degrés de différence. Puis tu as les altitudes qui varient et tout. Donc, tu vois, là, la semaine dernière, mon fer 7, il était à 162 mètres. Et là, cette semaine, il est à 169. Tu vois, donc mine de rien, ça fait quand même une sacrée différence. Après, il y a 4 semaines à cran. Donc, non, non, franchement, toutes les semaines, ça varie. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de semaine où je me dis, ah bah tiens, enfin, c'est vraiment quelque chose que je vérifie. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la forme physique, tu vois, aussi, qui fait que tu swings un peu plus ou un peu moins vite. Donc, non, ça, c'est vraiment toutes les semaines, j'y passe et c'est vraiment dans ma routine. Et la dernière petite question là-dessus, est-ce que tu fais aussi du yardage sur le parcours là quand tu fais ta recall mardi ou je pense qu'on sait que sur le parcours quand on joue on est tout de suite un peu plus voilà le cœur bat un peu plus vite que sur le practice, des choses comme ça. Est-ce que tu le fais aussi sur le parcours pour t'assurer ok il n'y a pas trop de disparité quand je suis au calme sur mon practice avec mes balles tranquillou versus sur le parcours en train de taper vers un drapeau et d'avoir un peu plus on va dire de Ouais, pression et bon, d'adrénaline. moi, je fais pas partie des mecs qui utilisent le trackman sur le parcours, tu vois. Mais par contre, mon CAD, il note tout. Donc, enfin, je sais pas si au 1 il y avait 167 mètres et que je suis tombé à 168, il va le noter. Donc on a un feedback du parcours aussi. Et puis tu le sais, hein, tu as joué au niveau, sur le parcours tu tapes rarement, enfin un plein coup c'est rare, tu vois, tu as souvent à en enlever un peu, à en rajouter un peu, ou tu joues une zone, tu joues pas le drapeau. Donc tout ça aussi on le note. Et moi en fait je le note aussi surtout parce que je me repère avec ça pendant la compète, tu vois. Tiens, au 14, j'avais 167 avec vent avec et j'ai pitché ça avec ce coup-là. Et ça me permet peut-être qu'au 2 le lendemain, avec le même vent et la même distance, j'ai un repère, tu vois. Donc c'est plus comme ça que je fonctionne, moi. Ok, trop cool. Ouais. Bon, C'est plein de bonnes infos. c'est plein de Je bonnes vois. infos et puis surtout, bon, moi j'ai pas connu ce niveau-là, donc c'est quand même super intéressant de voir un peu le niveau de précision et de performance, un peu de, enfin ce que vous allez chercher et surtout le tournoi pour vous, il commence vraiment genre en début de semaine pour savoir vraiment comment vous allez essayer de faire le meilleur score possible. Donc vraiment merci Romain Ouais, c'est cool. pour tout ça. Plaisir. Et moi juste comme ça, c'est plus mon côté un petit peu, j'adore jouer au Winamax. Tu penses que tu vises quoi cette semaine, ce week-end en Italie? On vise toujours la gagne, mais très honnêtement, qu'est-ce que tu penses faire? Comment tu te sens avec ton niveau de jeu actuellement? Franchement, la semaine dernière, en début de semaine, si tu m'avais demandé cette question, je t'aurais dit si je passe le cut, c'est bien. Mais non, cette semaine, je te dis, là, je me sens bien. J'ai fait 2 bonnes recos. Je recontrôle bien ma trajectoire. Donc, non, non, franchement, gagner, voilà, il faut être dans la bonne semaine. C'est très dur de gagner parce que t'as forcément toutes les semaines, tu as un mec qui joue très bien. Donc, ça peut être moi. Mais non, top 10 cette semaine, je pense que je suis vraiment dans les cordes. C'est une belle cote en plus sur Winamax. Tu peux nous faire gagner de l'argent, Romain. On suivra ça avec intérêt ce week-end. Tiens, là, la forme du moment, un peu sur ton parcours dans le golf.
ta carrière amateur et avant de passer pro. Tu as commencé le golf à quel âge? Bah, moi, j'ai commencé le golf tout petit avec mon père, donc je sais pas, j'avais 3-4 ans. Ensuite, j'ai commencé un sport-études à l'âge de 10 ans. Ensuite, je suis rentré au pôle espoir à l'âge de 13 ans, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait le pôle espoir de 13 à 15 ou 16. Ensuite, le pôle France de 16 à 18 à Antibes. Après, j'ai fait le pôle France messieurs de 18 à 20. Et je suis passé pro donc à 20 ans. Bah, j'ai toujours été plutôt bon, mais il y a eu des hauts et des bas. Là où vraiment ça a commencé à être bon, ça a été vers mes 18 ans, où c'est monté en puissance. Et puis ma dernière année amateur qui a été très grosse. Avec, j'ai gagné le British Amateur, j'ai gagné l'International d'Espagne, j'ai gagné la Mouchi, je crois que j'avais fait deuxième à la Mura. Je crois que j'avais gagné la qualif de la Gounouillou. Si je me trompe pas, je crois que j'avais gagné un tournoi en Argentine, j'avais gagné le trophée des régions. Enfin, j'avais eu vraiment ma dernière année amateur qui avait été très grosse. Et bah, du coup, j'étais monté troisième. J'avais fait le cut au British Open et au Masters. Donc, j'étais troisième mondial. Et devant moi, c'était De Chambeau et John Ram. Donc, voilà, pour résumer. Tu passes pro juste après le Masters, où je pense que tu pouvais jouer l'US Open encore l'été d'après, non? Potentiellement. Je pouvais, mais en tant qu'amateur, pas en tant que pro. Ouais, voilà. Et moi, c'est un peu ça. À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est le bon moment? Est-ce que c'était parce que typiquement, tu faisais une saison de ouf là, et en plus au Masters, tu passes le cut, top 40. Je crois que tu fais 31 sur un jour sur le retour, qui est le record amateur sur le retour. Est-ce que après ça, tu te dis, ok, c'est bon maintenant, j'ai à peu près tout vu, je suis chaud, là, je suis à mon plus haut niveau, c'est le moment d'y aller. Mais en fait, moi, à la base, je voulais passer pro après le British Amateur. Donc, tu vois, j'avais pas prévu de gagner le British Amateur. Enfin, j'étais là-bas pour gagner, mais j'avais pas prévu de le gagner, d'être invité au British Open, au Masters et tout ça. Donc, forcément, quand je l'ai gagné, bah, ça a retardé l'échéance de 6 mois. Et au final, c'était pas si mal parce que dans le timing, j'avais pu jouer le Kenya en tant qu'amateur sur le Challenge Tour où j'avais terminé deuxième. Donc, j'avais déjà mis 22 000 points qui me permettaient d'assurer ma carte. Donc, en gros, je suis passé pro sur le Challenge Tour. J'avais ma full carte du Challenge Tour grâce à ma performance au Kenya. Et le Challenge Tour avait eu qu'un seul tournoi, donc en gros j'ai commencé la saison normalement et j'ai fait tout de suite une full saison de Challenge Tour à ce moment-là. Et en gros c'était le Masters et après, je sais pas s'il y a quelque chose de plus incroyable que de finir ma carrière amateur au Masters en passant le cut, tu vois. Donc franchement, ça pouvait pas se dérouler beaucoup. Et ce qui est déjà plus incroyable que de jouer le Masters dans une carrière golfique, bon, le gagner évidemment, mais je pense que le Masters est certainement en haut du classement de pas mal de joueurs qui se disent tiens. On a déjà foulé la pelouse. Hein. Il y en a un qui veut jouer, exactement. Tiens, je vais aller mettre mes pieds sur la main corner, mais c'est vrai que tu peux pas finir mieux que ça. Une autre question que j'ai, tu vois, c'est tu passes ton bac en 2013, tu as ton bac en 2013, tu fais tu fais quoi, 2, 3 années amateurs en gros? Ouais. C'est- Ok. Et à l'époque, moi c'est aussi une expérience particulière. C'est toi, c'était le plan, c'était voilà de faire 2 années amateurs à fond, de passer pro. D'autres, de beaucoup de notre génération, sont partis aux États-Unis. Qu'est-ce qui, toi, est-ce que ce choix à un moment est arrivé? Tu t'es dit est-ce que je devrais partir aux États-Unis, continuer un peu amateur, études, etc. Ou c'était, t'étais sûr, ok, l'école c'est pas pour moi, j'ai envie de faire du golf et boum, on y va. Non, moi c'était l'école, c'était vraiment pas mon truc. Et même si jamais je me rappelle, si jamais je m'écoutais moi, je voulais vraiment passer pro même à 18 ans, tu vois. Juste après avoir eu mon bac. Sauf que j'étais pas prêt. Et là, ça avait été bien parce on s'était tous un peu regroupés à l'époque avec Renaud, avec Benoît, tout le monde. Et on s'était mis des objectifs. Et je me rappelle que l'objectif qui avait été fixé, c'était pour que je passe pro dans des bonnes conditions. C'était de rentrer dans le top 30 mondial amateur. Et donc du coup, au bout de 2 ans, j'ai réussi. Et c'est pour ça aussi que après, c'était facile de passer pro parce qu'en gros, quand tu as mis cet objectif-là et que tu l'as atteint, tu as fait le tour du circuit amateur, tu vois, et que tu es prêt à passer pro. Donc non, les États-Unis, j'y avais réfléchi, j'avais visité des unives, je crois qu'on avait visité ensemble d'ailleurs, je sais pas si c'était pas les Gators ou je sais que j'avais visité, mais sincèrement, je pense que j'étais pas prêt à quitter tous mes amis, ma famille et tout ça, tu vois, et d'aller tout seul dans un milieu inconnu. Je pense que j'étais pas prêt au fond de moi à ça. Et je sais pas, enfin,
dans mon profil à moi, je pense que ça m'aurait plus desservi que servi. Ça t'a plutôt bien servi, hein, t'es Ouais. là sur le tour maintenant, hein, écoute, bon choix. C'est toujours là une question, je trouve, pour ces jeunes amateurs qui se disent bon bah tiens, est-ce que je passe pro, je passe pas pro. Moi je sais que les États-Unis c'était un peu le filet de sauvetage. Heureusement j'y suis allé parce que le golf, voilà. Mais c'était un peu le filet en disant bon bah on a des études, des trucs comme ça. Mais ok, trop cool. Bah, moi, un peu pour finir un peu sur ta carrière amateur, Romain, on en a quand même parlé, tu as une super carrière amateur et une année 2015, comme tu l'as dit, avec plein de belles victoires, que ce soit en C'était individuel 4 ou 5 victoires, quoi, ça commence et à en faire. équipe. Enfin voilà, c'est quand même des belles victoires. Quelle est pour toi, sur cette année 2015, mais en tant qu'amateur, quelle a été pour toi ta plus belle victoire où tu as ressenti les plus belles émotions un petit peu? C'est des émotions qui sont assez différentes, tu vois, quand c'est en équipe, quand c'est individuel, etc. Mais je pense que le British Amateur, c'est imbattable en fait, parce que sur le moment, tu réalises pas vraiment, tu vois, mais c'est une semaine qui est très longue. Il y a 2 tours de stroke play, ensuite je crois qu'il y a 6 matchs, ou je sais même pas combien il y a de matchs, mais et ça t'ouvre les portes de choses que tu as rêvé depuis gamin, tu vois, le Masters, le British Open, l'US Open. Et puis ça t'ouvre les portes aussi d'un passage pro qui est beaucoup plus facile, ça t'ouvre les portes du sponsoring, ça t'ouvre les portes des invitations. Donc je pense que émotionnellement parlant, euh, je pense que c'est celle-là forcément parce que c'est la plus grosse et puis il y avait toute ma famille qui était là pour la finale. Et puis après, si on inclut chez les pros, je pense que ma plus belle victoire c'est sur le Challenge Tour au Hobbs Open de France. Et je pense que c'est celle qui m'a demandé le plus d'énergie et où j'ai le plus ressenti d'émotion parce que je partais de loin. 2 semaines avant, j'étais 90e du Challenge Tour. Enfin, ça a été dans un moment où je jouais pas bien au golf, j'étais un peu perdu, j'étais un peu. Donc, je pense que c'est celle-là où j'ai vraiment eu le plus d'émotion en termes de victoire. Mais chez les amateurs, c'est le British Amateur. Ben, dans tous les cas, tes 2 victoires pro reviennent de loin de derrière, si je me rappelle bien, même sur l'European Tour où t'as 5 coups de retard le dimanche et tu nous claques un petit 65 ou Ouais. 64 pour gagner. Donc non, t'aimes bien revenir de derrière un peu et d'aller choper des Plutôt un trophées. chasseur qu'un chassé, apparemment. Ouais, bah c'est plus facile, hein, franchement. C'est plus facile d'être le chasseur qu'être le chassé, mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est. Mais après, en fait, celle du Challenge Tour, elle est différente par rapport à la conjoncture qu'il y avait sur l'année, tu vois. Celle sur le Tour, j'avais. Enfin, c'était l'année de Covid, donc il y avait. L'année, elle comptait pas, on avait les mêmes catégories l'année d'après, donc il n'y avait pas ce stress de quoi que ce soit, tu vois. Puis j'avais fait un bon début de saison, enfin, il y avait vraiment rien à. J'avais pas. Alors que sur le Challenge Tour, il restait 5 tournois et j'étais 98e du Challenge Tour 2 semaines avant. C'est-à-dire que j'avais même plus ma carte du Challenge Tour. J'étais censé retourner au PQ2. J'étais censé avoir un statut sur le Alps Tour. Alors qu'un an avant, j'étais sur le Tour. Enfin, donc c'était un moment qui était assez particulier et je me rappelle que c'était émotionnellement parlant assez gros. Non, c'est ouf, parce que toute victoire a son contexte, et comme tu le Ouais. dis, tu te dis, enfin, nous de l'extérieur, une victoire sur Open Tour, bah, ça c'est un peu plus qu'un Challenge Tour, mais c'est vrai qu'avec le contexte de cette année, ça a du sens. Et là, sur tes 7 ans, ton année la plus aboutie, c'est laquelle selon toi? Bon, c'est 2019. J'ai terminé 24e de la race et je crois que j'ai fait je crois 2 fois deuxième, une fois troisième, une fois quatrième, une fois cinquième, et encore 3 ou 4 top 10. Je crois que j'avais fait 7, 9 ou 10 top 10 cette année-là au total. Donc j'avais fini 24e de la race sans gagner. Donc c'était quand même une grosse saison. Ma première race de Dubaï. C'est 2019, ça a été mon année la plus solide. Cette année, je suis un peu sur les traces de 2019, tu vois. Je crois que je suis à 5 ou 6 top 10, donc c'est assez dans la même lignée. Il me manque des gros pets, tu vois, des victoires 2 ou 3e, mais dans la lignée, c'est assez solide. Donc là, cette année, je suis sur une saison qui est dans la lignée de celle de 2019. Sur les prochains tournois, là, il reste 7 ou 8 tournois, un peu, je crois, Ouais, c'est ça. sur l'European Tour.
comment tu te sens, est-ce qu'on regardait un petit peu avec Pierre, on en discutait, on trouvait que, et peut-être que tu vas nous le confirmer ou pas, c'est que dans ton historique, alors c'est peut-être notre côté stat qui a montré ça, mais on voyait que tu avais souvent un petit côté cyclique où tu loupes de cuts et puis après tu vas faire 4 ou 5 tournois où tu vas passer tous les cuts, voire faire 2 ou 3 top 10, top 15, top 20. Et donc est-ce que tu Ouais, penses toi aussi peut-être que dans ton jeu tu as un côté ouais, bah, je pense qu'on a tout ça. Après, là, c'est aussi le premier été depuis 4 ou 5 ans où j'ai pris 3 semaines off. Donc, j'ai vraiment coupé du golf, tu vois, et j'ai un peu plus profité de la vie. Donc, là, il y avait aussi, même si j'ai repris l'entraînement 10 jours avant, que je me suis remis à fond et tout, bah, mine de rien, il faut retrouver les repères, il faut retrouver les habitudes, il faut retrouver. Donc, tu vois, là, j'ai raté les 2 cuts de peu, les 2 premiers, puis la semaine dernière, c'était déjà mieux. Donc ouais, je sais que c'est un peu dans ce fonctionnement-là et que ça monte un peu en puissance avec moi, tu vois, que quand j'ai du jeu dans les pattes, c'est là où je joue le mieux. Euh, après, voilà, on est aussi là on arrive sur les beaux tournois, tu vois, la semaine dernière Wentworth, cette semaine l'Italie, la semaine prochaine France, puis ensuite Dunhill, après on a Valderrama, donc là on arrive vraiment sur une partie de saison qui est pour nous la belle partie de saison, donc j'avais aussi ça en tête, d'être prêt à ce moment-là, et là c'est là où je me sens plutôt bien, c'est que enfin, je me sens bien au bon moment, donc ça c'est intéressant. Après, c'est aussi, bah voilà, on a 30 tournois dans l'année, il y a des hauts, il y a des bas, et l'idéal c'est que les bas soient le moins bas possible, tu vois, donc non, franchement, moi je suis pas du tout inquiet, tu vois, de quand je rate un ou deux cuts, et au contraire, bah, ça permet aussi de te remettre un peu une petite claque et de te remettre dans le droit chemin, de remettre les choses en place, les choses simples en place, et puis voilà. Cool. Et là, justement, bah maintenant, t'as des objectifs pour la fin de l'année. Peut-être que tu t'en mets déjà dès le début de la saison, mais là, t'es 41e. Un peu, qu'est-ce que t'aimerais ou t'imagines un peu pour cette fin de saison? Ben, moi, mon objectif du début de saison, c'était de me qualifier à la Race to Dubaï. Donc top 50 et peut-être top 55 suivant le nombre de mecs qu'il y a. Donc ensuite, en fait, je m'étais mis comme top objectif ça. Comme top objectif, je m'étais mis top 30 de la race. Et comme objectif fin d'année prochaine, c'était top 100 mondial, tu vois. Donc en gros, je m'étais dit de rentrer dans le top 100 mondial en 2 ans. Donc franchement, pour l'instant, je suis dans les clous, tu vois. Mais voilà, là, et dans la position où je suis aujourd'hui et tout ça, l'objectif, c'est de faire top 30 de la Race to Dubaï à la fin de l'année. C'est c'est une bonne saison, hein. C'est Ça une bonne serait une belle saison, ça. saison, hein. C'est une Puis bonne comme tu saison. le disais, la semaine prochaine c'est en France, c'est un peu le Grand Prix où tu es un petit peu à domicile. Est-ce que tu as toujours hâte un petit peu d'arriver à cette semaine de l'année parce que tu sais que tu vas peut-être avoir ta famille qui sera là pour te voir, pas mal d'amis, pas mal de copains, enfin tu es chez toi et c'est une semaine dans l'année où tu n'es pas à vadrouiller partout dans le monde. Donc est-ce que t'attends beaucoup cette semaine prochaine? Ouais, bah franchement, c'est une semaine incroyable. C'est une semaine qui est fatigante parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, que ce soit par les médias, que ce soit par les sponsors, que ce soit par tout ça. Mais je crois que c'est la semaine un peu comme tout le monde le dit. Quand tu joues dans ton pays, c'est un peu le cinquième majeur, tu vois. Et bah, c'est toujours incroyable de retrouver le public, de retrouver cette atmosphère où tu te sens soutenu, où tu te sens aimé un peu, tu vois. Donc non, non, j'ai hâte. Puis surtout qu'il n'y a pas eu l'année dernière, tu vois. Donc bah, j'espère qu'il y aura du monde, qu'il y aura une belle ambiance, parce que c'est aussi ça qu'on aime les joueurs, tu vois. Et le public français, il peut être un peu timide de temps en temps, un peu réservé, mais je pense que c'est le contraire, tu vois, que ce soit nous ou que ce soit les étrangers qu'on aime et qu'on aimerait vraiment avoir, tu vois, une belle ambiance avec du bruit, avec un peu une fête, tu vois, une fête du golf. Ça, c'est un peu, je sais que c'est ce que les joueurs retiennent, et tu vois, c'est ce qui est incroyable au BMW PGA là, à Londres, c'est l'atmosphère, tu vois. Moi, j'étais dimanche, j'étais, je sais pas, 28e du tournoi, tu vois, donc j'étais 2 heures avant les derniers départs. Et ben, il y avait une énergie, une atmosphère de dingue, il y avait beaucoup de monde, il y avait voilà, une passion pour ce sport qui est incroyable. Et c'est vrai que ça serait cool de ressentir ça la semaine prochaine. Écoute, bah ouais, non, mais On sera là en tout cas, hein. bon, on y reviendra On faire un viendra tour te en voir tout en cas. tout cas. Mais non, mais c'est vrai que quand tu vois le BMW ou c'est tout en Angleterre, t'as quand même beaucoup de monde et enfin, la culture golf est un peu plus développée que chez nous. Mais c'est vrai que voilà, on a eu des Open, je me rappelle, quelques années avec les Français bah, qui gagnaient à l'époque, avec c'était Rémézy, il me semble, trucs comme ça où tu avais des ambiances très sympas. Bah tiens, justement un petit peu ton encadrement. Aujourd'hui, il est composé de qui?
et après un peu voir comment toi tu construis ton encadrement optimal Ouais. qui te permet de performer au mieux toutes les semaines. Bah, écoute, moi, donc j'ai mon caddie qui est un Irlandais qui s'appelle Marc. J'ai mon coach technique qui est un Anglais qui s'appelle Mike. J'ai un autre coach qui s'occupe de mon chipping et de mon putting qui s'appelle Mathieu. C'est Mathieu Santerre, que tu connais bien, Pierre. J'ai un manager qui est anglais aussi qui s'appelle Duncan. J'ai un coach physique qui s'appelle David. J'ai un préparateur mental qui s'appelle Sam. Pas Sam. Sam, c'est mon ancien cahier. Qui s'appelle Makis. J'ai un kiné à la maison qui s'appelle. Bonjour. Qui s'appelle Kélil. J'ai un kiné en tournoi qui vient qui s'appelle Seb. Et je crois que si jamais je fais le tout, j'ai fait le tour. Donc j'ai 8 personnes autour de moi à peu près dans mon équipe. T'es un vrai chef d'entreprise en fait. Ouais, C'est ça, hein. c'est clair. Hein, Faut faire la marrant machine. Hein. j'en parlais avec ma mère la dernière fois quand on rentrait de Suisse, on rentrait ensemble en voiture. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça et on disait que les gens se rendent pas forcément compte en fait que bah tu vois quand on parlait de ça parce que les gens voient nos gains sur internet, tu vois. Et bon bah c'est vrai que ça peut faire des Ouais. grosses sommes, mais quand tu as payé 8 personnes à l'année, je peux te dire que faut en enlever quand même une bonne partie. Donc non, ça fait partie de après c'est comme tout le monde dans n'importe quel compartiment, que ce soit dans une société ou dans le sport ou dans quoi que ce soit, il faut investir pour avancer. Mais oui, c'est vrai que dans le sport de haut niveau, que ce soit moi ou que ce soit les autres Français, on a chacun une grosse équipe autour de nous et qui représente des gros frais. Et moi, j'ai la chance d'avoir des sponsors comme Vinci, Fiplast, TaylorMade, Bomba Sport, qui me permettent de financer la plupart de mes dépenses. Mais je sais qu'il y a d'autres Français pour le coup où c'est plus compliqué et où ils partent faire une saison sur le tour et ils savent que j'ai n'importe quoi, les 50 ou 100 premiers ou 150 premiers 1000 euros de gains, ils vont être prévus pour payer l'équipe qui est autour. Donc c'est pas forcément si simple que ça pour certains. Je pense que en fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est sûr que tu le disais, ils regardent beaucoup vos gains et les prize money qu'on peut voir sur l'application European Tour, mais ils ne se rendent pas compte voilà, de toutes les personnes qui sont autour de toi et que c'est vraiment un encadrement qui est nécessaire à ta performance et que le moindre dysfonctionnement un petit peu dans cette équipe va faire que ça va avoir un impact et gagner un tournoi et être régulier sur toute l'année, tu le diras je pense peut-être mieux que nous, mais ça se joue à rien et à chaque fois il faut que tout soit bon au bon moment et pour ça, il faut avoir un bon encadrement et je pense qu'on ne se rend pas compte de toutes les personnes qui sont autour de toi pour t'aider à ce que tu sois prêt pendant 4 jours pour essayer d'aller chercher les lecteurs sur une semaine et ça toute l'année. Exactement. Donc ouais, moi mon équipe c'est 8 personnes. Et justement, tu disais, tu as un coach technique pour le swing, tu as Mathieu chipping putting. Tu as toujours un petit. Enfin, ça fait combien de temps que tu fonctionnes comme ça? Et sur ce fonctionnement, un peu, qu'est-ce qui te dit à un moment, bon bah tiens, je veux vraiment, je m'entends. Enfin, c'est affinité un petit peu avec ce coach très technique ou à quel vous avez des bonnes connexions sur tiens, mon swing, choses comme ça. Et un autre sur le petit jeu, on va dire, où là aussi ça marche bien. Un peu Écoute, quel a été. Enfin, est-ce que ça se fait beaucoup? en fait, ça c'est très personnel à chacun, tu vois. Vraiment, t'en as qui ont du monde autour d'eux, t'en as qui ont moins de monde, t'en as qui ont des coachs par moment puis qui en ont plus et tout ça. Moi, j'ai vraiment eu cette équipe qui s'est montée autour de moi quand donc je suis monté sur le tour et puis ensuite je suis redescendu sur le challenge tour et je galérais sur le challenge tour. Et donc il y a eu une grosse remise en question et c'est là où j'ai commencé avec ce coach Mike Walker. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé avec lui, lui c'est le coach de Matthew Fitzpatrick, c'est le coach de Danny Willett, c'est le coach, tu vois, d'Henrik Stenson. Et lui, il était sur le tour et donc pour le voir, c'était quand même assez compliqué. Donc en fait, quand j'étais sur le Challenge Tour, j'ai pris Mathieu en même temps en fait pour faire le relais, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais besoin des deux parce que Mike, sur le côté technique, de un, il est très fort et de deux, il est très simple. Donc c'est ce que moi j'ai besoin et ça me rassure beaucoup en fait. Et après, sur le côté chipping, putting et un peu plus performance, j'ai Mathieu, tu vois, et Mathieu
qui est beaucoup plus basé sur les stats, qui est beaucoup plus basé vraiment sur mon chipping, mon putting. Mathieu, il ne va pas du tout toucher à mon swing. Et c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a accepté ça tout de suite, tu vois, et il a accepté d'être, de pas être mon coach technique swing et de juste, vous me voyez toujours? Ah ouais. De juste accepter de me faire travailler ce que Mike faisait. Donc voilà, c'est à ce moment-là que moi je l'ai mis en place. Donc ça, c'était en 2010, je pense que c'était milieu 2018. Et depuis ce moment-là, il y a juste eu l'année Covid où j'ai pas vu Mike pendant presque 6 mois. C'est là où j'ai un peu moins bien joué ensuite l'année dernière. Mais sinon, depuis c'est ça. Et je ressens pas du tout le besoin de changer. Je sens que je progresse tout le temps, tu vois. Et que là, j'ai une équipe autour de moi qui peut me permettre vraiment d'atteindre les objectifs que j'ai en tête. Bah écoute, c'est super clair, Romain. Et moi, j'ai une question. Est-ce que cette année, tu te focalises peut-être plus sur une partie de ton jeu plus que d'habitude? Est-ce que tu te dis cette année vraiment de manière générale, c'est plutôt le chipping, c'est plutôt beaucoup d'importance au putting, le driving, le jeu de fer? Est-ce que tu as un compartiment du jeu sur lequel tu te penches plus un petit peu cette année? Alors en fait, pas vraiment, mais en fait, Mathieu se sert vachement des stats, tu vois. Et l'année dernière, j'ai eu du mal au putting. Je ne sais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en strokes gain putting, j'étais à moins 0,7, tu vois. Donc en gros, je perdais 0,7 points par tour. Et cette année, juste avec, je crois que je suis à plus 0,1 ou plus 0,2. Donc en fait, rien qu'avec ça, c'est-à-dire que je gagne un coup par tour, donc je gagne 4 coups par tournoi, tu vois. Ce qui est énorme. Donc en fait, nous, on regarde vachement les statistiques et on essaie vraiment de se baser là-dessus. Là, je sais pas où ça en est là, après ces 3 semaines-là, mais avant ces semaines-là, c'était la première fois de ma carrière où j'avais toutes les statistiques de mon jeu qui étaient positives. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun compartiment de jeu où je perdais de points par rapport au champ de joueur, ce qui était assez cool. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai été très régulier cette année en termes de résultats, parce que du coup, j'avais pas de compartiment en fait qui était vraiment en dessous d'un autre. Mais non, je crois qu'on peut pas se concentrer sur un seul compartiment. En fait, on est obligé, au niveau aujourd'hui où on évolue, on est obligé d'être sans arrêt en train de regarder et puis d'adapter en fait notre jeu à la forme du moment et à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Ouais. Et justement, un peu dans cette partie entraînement, quand tu es à la maison en mode bon bah tiens, là j'ai une semaine d'entraînement, ou 2 semaines off, où tu vas avoir le temps, on va dire, de peut-être un petit peu remettre les bases et bosser, c'est quoi un peu ta journée type enfin voilà, réveil Bah, le lundi matin, c'est journée d'entraînement, en à quoi général, ça ressemble? moi, en général, quand je m'entraîne, donc c'est soit à PJ Catalunya, soit à Dubaï, soit sur la Côte d'Azur, suivant où je suis. En général, moi j'ai sport le matin avec mon coach, avec David, de 8 à 9, 9h30. Et ensuite, je vois Mathieu pendant 2 heures, à peu près de 10h30 à 12h30, où là, ça va être vachement putting, chipping et practice, mais ça va être vachement sur de la technique et de la perf. Et après, l'après-midi, je vais sur le parcours et je joue au golf, quoi. Donc, c'est vachement sur ça qu'on est. Après, en général, quand on arrive à 3-4 jours avant le tournoi avec Mathieu, on évolue beaucoup sur du parcours, avec des formules sur le parcours, tu vois. Par exemple, donc je joue une balle normale et une balle au wedging. Et le but, c'est de faire un certain score à la fin de la journée, tu vois. Ou alors faire un 2 balles plus mauvaise balle, ou des choses qui sont dans cet esprit-là. Un peu d'endurance, allez, endurance mentale et choses comme ça qui te mettent en situation de jeu, quoi. Exactement. Mais beaucoup de jeux et beaucoup moins de répétitions et de practice. Et du coup, alors un peu moins côté technique, mais peut-être un peu plus sur l'ambiance un petit peu des Français sur le tour. Tu l'as dit, c'est la première on veut dire vraie saison depuis le Covid. Donc comment ça se passe un petit peu? Quelle est l'ambiance sur le tour? Les voyages, les hôtels? Est-ce que tu as des petits insights à nous donner? Comment est la vie sur le tour, quoi? Ouais. Non, bah écoute, la vie, elle est redevenue normale, hein. Franchement, là, il y a plus rien de. Enfin, tout est bon. Nous, sur le tour, on a quand même une bonne ambiance entre Français. On est quand même souvent ensemble à dîner le soir, etc. Donc, non, franchement, il y a pas de. Enfin, même la semaine dernière, tu vois, où tout le monde disait l'atmosphère bizarre avec les joueurs du livre, les machins, même la semaine dernière, il n'y a pas eu enfin, j'ai pas ressenti de tension plus que ça. Même, tu vois, quand Poulter et mince, quand Archel. Poulter et Et Archer Archel qui a parlaient putting de green. betting green, on était à côté, tu vois. Et forcément, sur la vidéo, tu as l'impression qu'ils se prennent la tête, mais
2 minutes après, ils étaient en train de rigoler ensemble. Donc, Est-ce que tu sais de quoi ça a parlé? quoi? Parce que on sait pas, nous on a juste vu les vidéos, on Et sait pas de quoi ça parle, je c'est un sais petit peu pas, animé, mais est-ce que tu mais sais de quoi ça a parlé entre les deux officiellement? je crois que c'est parce que Billy qui avait dit dans son interview, en gros, que ces joueurs-là, ils auraient pas dû être là ou ils étaient pas censés être là, tu vois. Et je crois qu'en gros, Poult, il lui a dit, écoute, euh, alors, je connaissais pas exactement, mais en gros, si tu avais fait la moitié de ce que j'ai fait pour le Tour européen, à la limite, je t'autoriserais à dire ça, mais là, tu peux Ok. pas te permettre de dire une connerie pareille, quoi, tu vois, parce que voilà. Mais bon, après, ça reste, tu vois, pareil. J'ai été pas mal de temps avec Abraham Menser. Il a fait une partie de Rocco avec Rory McIlroy. Il m'a dit, bah, enfin, on se parle comme quand on était sur le PGA Tour. Après, ils disent ça dans les médias et à la télé, mais quand on est sur le parcours ou quoi, en tant qu'humain, il reste assez proche, quoi. Donc, c'est beaucoup les médias Ok. qui font gonfler le truc et qui rendent aussi ça conflictuel. Bah c'est hyper cool en plus que tu aies fait un peu la transition sur le livre parce que juste Mais derrière, alors là, on attends, avait moi des j'ai questions. une dernière question sur, bah, typiquement on parlait des saisons un peu Covid, enfin ou de la saison. Est-ce que vraiment cette saison, enfin comment t'as ressenti cette saison? Parce que je pense que ça devait pas être facile, tu vois, juste voyager d'hôtel un peu en hôtel. Enfin je connais pas l'organisation de l'European Tour et comment ils ont géré ça, mais je pense que c'était très bon bah dans vos hôtels à vous faire tester. Est-ce que tu t'es enfin est-ce que t'as pris du plaisir cette année-là à faire une saison presque classique, mais avec toutes ces restrictions et un petit peu ces gestes barrières et de sécurité autour du Hum. Covid. Sincèrement, c'était une saison de merde. Franchement, tu étais stressé à chaque fois que tu prenais l'avion parce que tu faisais un test Covid. Tu étais stressé à chaque fois que tu faisais le tournoi parce que tu avais un test Covid. Euh, Tu pouvais bouffer qu'à deux, donc tu devais te mettre dans un body group. Donc si jamais je disais par exemple que je mangeais avec Matt Pavon, bah, toute la semaine tu pouvais manger qu'avec Matt Pavon et avec personne d'autre. Donc le temps était vraiment long, tu vois, tu pouvais pas sortir de l'hôtel, tu pouvais rien faire. Donc c'était une saison de merde. Après, si tu reprends la Mm. conjoncture de la chose et on était quand même apte à faire des tournois de golf et à jouer au golf, ça c'était cool. Mais non, franchement, c'est pas une partie de plaisir. Non. Je pense qu'en plus, avoir vécu des vraies saisons et versus bah, la saison Covid, ça devait être un peu le choc. Mais Alex, je t'ai coupé et on partait sur un autre peu Ouais, on partait sur le livre parce que du coup, tu as fait un peu la transition avec Yann Poulter et Billy Horschel. Qu'est-ce que toi, tu penses? Enfin, la question c'est, on a vu peut-être avec Pierre deux trois de tes retweets sur Twitter et on voulait savoir un petit peu qu'est-ce que toi tu penses un petit peu du livre sans tabou. Tu nous dis ce que tu as envie de dire, tu nous dis, Ouais, voilà, ouais. tu nous Ben, dis vraiment ce que tu as envie de dire, mais qu'est-ce que toi tu penses un peu du livre et de ce contexte? moi, si on parle du format, et de la forme de cet événement, je trouve ça assez cool et assez fun. Enfin, tu vois, de retrouver un peu du jeu par équipe, de retrouver l'élite mondiale sur un tour pour certains tournois. En gros, vraiment de ce que j'ai compris, c'est un peu ce que Mickelson il a toujours voulu essayer de faire avec le PGA Tour, tu vois. En fait, de faire ce que le PGA Tour fait aujourd'hui, qui a annoncé il y a un mois, c'est ce que Mickelson a toujours voulu faire. Donc, Mm. le livre, moi, je trouve pas ça, enfin, sur le format, sur tout ce qu'ils font, je trouve ça top. Ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, ça a divisé le monde du golf. Donc, on a vraiment, on a le livre et les autres, tu vois, et on a les meilleurs mondiaux qui sont, on a quand même une bonne partie du gratin mondial qui est sur le livre. Mais moi, je conçois pas trop les gens qui disent, ah, je comprends pas, ils sont partis pour le pognon, parce qu'en fait, je pense que tant que tu n'as pas eu l'offre sous les yeux et un papier où il y a marqué si tu signes ce papier, tu as 30 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de garantie. Je conçois pas le. Enfin, j'ai du C'est mal, tu vois, en tant qu'humain et en tant que personne normale, à me dire forcément, tu as 90% de 9 mecs sur 10 qui vont accepter, quoi. Donc, c'est un changement de vie, c'est un jackpot en claquant des doigts. Donc non, moi je sais pas si demain j'ai le papier sous mes yeux et que il y a une offre il y a une offre qui est attirante, il je, faut combien? je pense qu'il y a des grandes chances que je sois capable de le signer et d'y aller, tu vois. Donc mais je le sais pas parce que Ouais. ça c'est pas enfin j'ai pas eu cette opportunité là et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir me poser la question. Du coup, Romain, on a parlé un peu de ta carrière pro amateur, on a parlé un petit peu de tes ressentis sur les compétitions, tes objectifs de fin d'année. On arrive un peu à la fin de cette interview et on voulait te proposer un petit fast and curious question. Donc, on va te proposer un peu chacun notre tour
deux petites propositions et tu vas nous dire un petit peu ce que t'en penses, si ça te va. Ok. Je commence ou tu Vas-y, commences? lance. Allez. Driver ou putter? Driver. Tu préfères gagner le Masters ou le British? C'est dur, mais le Masters. Tu préfères taper en draw ou taper en fade? 100% en draw. Plutôt gratte ou top? Gratte. Bon, maintenant qu'on a passé un peu le golf, est-ce que tu préfères plutôt le vin ou la bière? La bière. Plutôt calme ou Andorre? Andorre. Taper un gros drive à 330 mètres ou un coup de wedge à 100 mètres que tu m'y ai donné? Taper un gros drive à 330 mètres, bien sûr. Quel est ton athlète préféré? Tiger Woods. Ok, bon, on n'a pas besoin de demander le golfeur, là, au moins, c'est... Ouais. Est-ce que tu vas jouer la Ryder un jour? Oui. En quelle année? 2023. Let's go, ça nous va. Et maintenant, tu préfères faire ta 4 heures de temps, 18 trous ou entraînement? 18 trous sans réfléchir. Ok, top. Bah, c'est top, merci Romain. On avait peut-être une dernière. On a un petit un sujet dernier trop petit rapide. sujet, exactement, ouais. On Ouais, a- vas-y. On a vu ton coup de drive sous les arbres au 17 de Wentworth, il me semble. Ouais. Ton centrage, en fait, qu'est-ce qui te passe par la tête avant de taper ce coup-là, quoi? Mais en fait, j'en parlais avec mon caddie après la partie. Mais en fait, les gens, ils s'extasient devant ce coup-là. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde autour de moi. Et franchement, quand j'ai tapé ce coup-là, j'ai eu l'impression d'être un Jésus, tu vois. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'en vrai, c'était le coup le plus facile qu'il y avait à taper. Parce que le seul danger que j'avais, c'est si ma balle, elle se levait à plus de 2 ou 3 mètres du sol, tu vois. Et que je prenais les arbres. En vrai, même si je faisais une capone au drive, j'étais sûr de sortir et de faire au moins 100 mètres, tu vois. Donc, en vrai, bon, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai eu un free drop d'une zone en réparation. Donc, j'ai réussi à avoir un lie qui était plus que correct. Et à partir de là, bon, il faut avoir, voilà, il faut le voir le coup. Mais moi, dans ma tête, en fait, c'était le coup le plus simple que j'avais à faire dans le sens où je sais que je m'enlevais les branches en jeu, quoi. Et c'était le seul truc que je voulais pas taper. Ça tombe sous le sens, je le ferai pas, mais Moi ça non tombe plus. sous le sens. Top. Bah écoute, Romain, on s'arrête là. Merci de ton temps, c'est trop cool. Nous, ça fait hyper plaisir de t'avoir en plus tout début de la chaîne. Premier invité sur ce format. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, Romain? Bon, une grosse fin de saison, que tu arrives à atteindre tes objectifs, top 30 de la race, gros tournoi en fin de saison à Abu Dhabi, grosse perf Et la Ryder en 2023. Ryder 2023, top Parfait. 50 mondial, même si tu vises le top 100. Et voilà, que tu sois le leader français des prochaines années, quoi. Merci les gars.